Non, non, je suis en train de fouiller un petit peu le dark web là pour trouver un assassin pas trop cher, vu qu'il a fallu que Chadwick Boseman meure pour qu'on ait un des meilleurs films de la phase 4 du MCU, bien dosé en humour. Donc je vais mettre un contrat sur la tête de Chris Hemsworth pour qu'on ait peut-être enfin une adaptation digne de ce nom de Thor, hein, ça. Puis je veux les coordonnées du jury qui a élu Chris Evans, homme le plus sexy de l'année, hein, parce qu'ils vous ont appelé, vous, ces chiens là? Non, ben moi non plus, hein, c'est toujours les mêmes de toute façon, hein, ça. Puis aussi je veux le mail des producteurs de la série She-Hulk pour leur demander si la coiffure de Scar est vraiment inspiré de Jet Li ou plutôt de Pepper dans American Horror Story. Ah oui, je les lâche pas, mais c'est notre pognon aussi. Hein. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 373e JT Comics, petit horoscope du mercredi, hein, pour tous les signes astrologiques ça fonctionne, hein, en amour. Trouvez quelqu'un qui vous aime autant que ce que Cyril Hanouna aime Vincent Bolloré et que ce que les fanzous de TPMP aiment Cyril Hanouna, au point de préférer chier sur un jeune d'une vingtaine d'années plutôt que de se demander quelle est la nature des affaires dont fait l'objet Bolloré sur son terrain de jeu rentable préféré, à savoir l'Afrique. En attendant, hein, si jamais il y a un super pet numéro 2, je suis pour que Ace et Crypto affrontent le terrible chien de garde, doublé en VF évidemment par Cyril Hanouna, star talent oblige. Hein, quant à nous, parlons plutôt des news de la semaine. L'arrobase. Aïe aïe aïe, c'est la news insolite de la semaine et qui l'eût cru que le grand débat qui excite autant de fans, à savoir Marvel versus DC, serait relancé par la personne la plus improbable au monde, hein, celui qui aurait pu créer les fusées phalliques de Man of Steel, hein, Elon Musk, hein, le génie dont le génie n'est pas spécialement tout le temps flagrant, un petit peu comme mon beau-frère quand il propose un hélicotub comme activité principale d'un anniversaire en oubliant que c'est celui de Papy Jacques. Bref, le milliardaire a racheté Twitter, tout simplement parce qu'il avait 44 milliards de dollars à dépenser. Tout ça pour commencer directement par virer 3700 des employés sur 7500 avant d'en rappeler certains au boulot. Hein, un génie incompris, ce Elon. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, puisqu'il veut un petit peu rénover l'endroit, qui soi-disant était en perte de liberté d'expression, eh bien il introduit la possibilité de se payer ce qui est pour certains un Graal, hein, à savoir la petite marque bleue qui était auparavant destinée aux organismes officiels ou aux personnalités publiques, pour pas qu'on les confonde avec des imposteurs. Auparavant, c'était un processus qui était directement validé en interne par Twitter. Là, ça commence déjà à être le bordel. Il y en a un qui a recréé un compte soi-disant de Donald Trump en le faisant valider et qui commence à faire des dingueries, mais c'est pas important, ça, à la limite. Hein. Voyons voir, la seule distinction qui demeure, c'est ceux qui ont cette petite marque bleue avec marqué officiel, donc un peu plus de confiance, et ceux qui ont la marque bleue nature. Hein. Peut-être avec un petit peu de sel pour DC, qui n'a pas la mention officielle. Hein. Mais à la limite, ils s'en foutent. Hein. Le seul rond qu'on a besoin de voir, c'est le bas de signal qui illumine le ciel de Gotham, et ça, croyez-moi, qu'on l'a, hein, 365 jours sur 365, et en revanche, Marvel, eux, ils ont bien l'appellation officielle, donc Twitter et Elon Musk ont réglé le débat. Black Panther. Ça commence comme une vieille vanne toute pourrie, mais c'est bien l'histoire de deux Black, un Black Adam qui félicite Black Panther, hein, puisque Dwayne The Rock Johnson a félicité le très très bon démarrage du film Wakanda Forever, qui a détrôné Black Adam au box-office américain et international, comme on pouvait évidemment tous s'y attendre, à 330 millions de dollars engrangés depuis la sortie du film. Un record, surtout en ces temps troubles pour le cinéma, hein, sans aucun spoil, un petit avis comme ça tout petit, hein, mais bon ben je me suis régalé, moi, en voyant ce film, hein, qui... Ben, je le pense, hein, il a nécessité la mort d'un des acteurs pour avoir une tonalité juste, avec peut-être juste une scène, allez, avec un humour un peu lourd, et encore, hein, on n'est pas dans le mec bourré à 5h du mat sur le parking de la boîte de nuit, hein, non. J'ai bien aimé la réinvention quasi totale, hein, de Kamehameha Namor, hein, qui était nécessaire pour le MCU. Évidemment que c'est pas mon Namor, hein, surtout dans les derniers moments du film, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, hein, Black Panther, Wakanda Forever. En revanche, j'ai trouvé qu'ils allaient loin quand même dans la violence du personnage. C'est pas celle des comics, mais il y a quand même quelques actions assez violentes, et tant qu'à faire, hein, puisqu'on est là pour les voir se foutre sur la gueule, sinon ils auraient collaboré un petit peu plus tôt et imaginé tout ce qu'ils auraient pu faire, hein, Wakanda et j'allais dire Atlantide, hein, parce que je suis un fan de comics, mais imaginez ce qu'ils auraient pu faire en collaborant. La corde de l'émotion passe très bien, la scène post-générique coule de source évidemment, bien joué Marvel, hein, ils ont une vision à long terme. Alors l'impact culturel du film commence déjà à se faire ressentir, celui du premier était vraiment énorme, là c'est plutôt la fierté des peuples issus, hein, enfin des gens issus de la culture méso-américaine qui se fait ressentir, hein, dont toute l'Amérique latine à peu près, hein. Donc vous avez au Mexique l'artiste Chunga Graphica Popular qui a fait toute une
fresque représentant Namor directement dans le centre-ville de Mexico. Les fans s'imaginent déjà des relations entre Shuri et Namor, ils veulent absolument que Shuriken, mais attendez un tout petit peu l'inclusion des 4 Fantastiques dans le MCU, vous verrez que la seule branchie que Namor voudra titiller, c'est celle de Jane Storm, bon, pourtant c'est son frère qui est le plus chaud des deux, mais bon, j'étais très content. Très content aussi d'entendre, même si je n'y crois pas une seule seconde, le producteur de Black Panther, Nate Moore, parler de l'importance de Storm Tornade pour le Wakanda, et que peut-être, pourquoi pas et tout, mais bon, alors soit il va falloir qu'elle ait 15 ans, soit... on verra, mais je pense pas l'avoir de sitôt. Mais j'espère quand même un jour, en attendant, on aura toujours les comics à lire. Surtout qu'ils disent que dans le futur, ils risquent de s'inspirer du run de Ta-Nehisi Coates. Donc ils vont faire un empire intergalactique du Wakanda. On verra. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Wakanda Forever. Et faites-moi le signe là, vous savez. Sors ton gun. Dans le reste de l'actu ciné, le cap se précise chez DC, et si vous pensiez que James Gunn avait été embauché pour faire le clown, non, vous vous trompez, ça c'est plutôt Joaquin Phoenix, non, il a été rétabli, qu'aucune décision ne serait prise sans l'aval de Gunn et de Safran, et j'aime me dire qu'il y a un monde parallèle dans lequel c'est le nom d'un duo de flics dans un buddy movie bien couillu et bien relevé. On sait qu'ils vont proposer un plan qui s'étend sur 8 à 10 ans pour construire un univers DC cohérent, qui s'étend sur tous les médiums, à savoir le ciné, les séries, les jeux vidéo également, et que si on ne sait pas exactement où on va, on sait qu'il en sera fini de la politique des multi-Batman, plus de 4 Batman. On sait que 2 noms ont été lâchés dans une réunion par James Gunn. Tout d'abord les Metal Men, ceux qui ont été créés par Robert Kanigher et Ross Andru. À la base, ce sont des robots qui sont dans un métal différent chacun et dont les propriétés de ce métal définissent leur personnalité. Il a également lâché le nom de Bat-Mite, mais ça on savait qui fait ça, pour ceux qui ont vu la série Peacemaker. Bat-Mite a été co-créé par le papa de Batman, Bill Finger, ainsi que Sheldon Moldoff. C'est un petit lutin, diablotin, farfadé qui vient de la 5e dimension. Et attention, il a suffi que Gunn poste une photo du grand Lobo sur le nouveau joujou d'Elon Musk pour que les fans deviennent tarés. Je peux pas leur en vouloir puisque moi aussi, si jamais adaptation il doit y avoir, j'aurais plutôt confiance en James Gunn pour faire quelque chose de ce personnage qui a été créé par Slifer et par Giffen, qui est une parodie de ces anti-héros ultra noirs, ultra violents, ultra badass. Lobo qu'on aime tant voir dessiné par Simon Bisley, et avant Gunn, j'aurais peut-être eu peur qu'il nous propose la version réinventée en mode Twilight du New 52, j'ai jamais compris, d'ailleurs ça a foiré, ils ont voulu en effacer complètement l'existence à la vitesse grand V, un petit peu comme quand t'envoies un nude à ta mère alors que tu voulais l'envoyer à ta tante. Puis attention, tous les complots sont permis quand l'acteur Jason Momoa déclare quelques jours avant que son projet de rêve risque de se concrétiser chez DC sous James Gunn, quand on sait que ça fait quasiment 10 ans que l'acteur milite pour incarner le rôle, et quand on sait également, il réagit à la news, à la photo de Lobo en disant qu'il y a un personnage de comics en particulier dont il est fan et dont il a tous les comics. Il dit devinez, mais forcément c'est Lobo, alors là vraiment, lui il en a pas marre. Aquaman, Lobo, il manque plus qu'on lui propose d'incarner Lois Lane, il les fera tous. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir que cette transition excite un petit peu les gens qui proposent spontanément leur projet. On a notamment l'acteur de Jonah Hex dans l'Arrowverse, Jonathan Chaer, qui propose un spin-off, une série sur son personnage basé sur les comics All-Star Western. Pas sûr que ça se fasse, mais en tout cas, même William Shatner a fait la demande à James Gunn et ça a été approuvé par le premier acteur qui jouait Jonah Hex dans le film. On a aussi le réalisateur de Barbarian qui s'appelle Zach Cregger qui dit qu'il a une idée dans l'univers de Batman, un projet en plus pour lequel le script est déjà écrit, donc ça c'est la passion. Il rêve de rencontrer James Gunn un jour, et puis tous les projets qui étaient là un petit peu avant, le Batman, la série Penguin, le Green Lantern, tout sera fait, même Constantine 2 apparemment. On est sur des rails, sauf évidemment si on nous fait une Batgirl. Paix et amour. Parlons vraiment amour cette fois, puisqu'apparemment c'est un petit peu comme dans la chasse, il y a le bon et le mauvais amour. L'artiste Kevin O'Neill est mort la semaine dernière, un de ses meilleurs amis, Alan Moore, lui a rendu hommage avec un petit poème qu'il a posté sur le cours de la rivière qui inonde de joyaux le delta où elle s'achève, ou sur comment on salue nos amis imaginaires avant que ne s'abaisse le rideau d'étoiles. Et alors, on sait qu'Alan Moore, il peut être comme le Tyson de la grande époque, te mettre KO en très peu de temps avec très peu de mots, mais il peut aussi faire du Jérusalem. Et quand le New York Times lui demande un petit commentaire nécrologique en l'honneur de son ami, eh bien il leur envoie 800 mots, 800 mots touchants dans lesquels il rappelle le passé autodidacte issu de la classe ouvrière de l'artiste, dans lequel il
précise que quand il pensait pour la première fois à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il ne voyait personne d'autre pour rendre la quantité de personnages issus d'époques et de styles différents. Et c'est ainsi, dit-il, qu'a commencé le plus heureux, le plus long et le plus productif partenariat de leurs deux carrières. Il parle carrément d'un ami, le seul, dit-il, à avoir été là lorsqu'il a été malmené par l'industrie du comic book, et vous allez voir que c'est pas terminé. Il dit qu'un jour il lui a fait remarquer à Kevin O'Neill qu'en plus de 20 ans il ne s'était jamais disputé, ce à quoi O'Neill a répondu oui, on n'a jamais fait l'amour non plus et je suis vraiment reconnaissant pour ces deux choses. Donc ça devait être vraiment marrant de bouffer avec eux. Et Alan Moore conclut sur lui percute le chaos final. Il dit il va me manquer comme me manqueraient les couchers de soleil. Ça c'est l'amour, le vrai. Et puis après il y a l'autre, celui quand on est scénariste, qu'on dit éprouvé pour Alan Moore, alors qu'on n'hésite pas à venir récupérer ses œuvres quand on sait pourtant que le principal intéressé est contre, farouchement contre. Et des fois on se cache même derrière des excuses foireuses du genre oui mais lui aussi s'est inspiré des personnages de Charlton Comics pour créer Watchmen. Bref, c'est légal évidemment, mais DC continue de jouer au vautour avec l'une des œuvres maîtresses d'Alan Moore et de Dave Gibbons, Watchmen. Souvenez-vous, dans Doomsday Clock, qui est présenté comme la suite directe de Watchmen, on rencontrait Cléopatra Pack. On ne sait pas si c'est une meuf qui veut régner sur l'Égypte ou qui veut faire du hip-hop US et chanter son amour pour la Californie. Et Geoff Johns y introduisait également le fils adoptif élevé par le docteur Manhattan, auquel celui-ci a transféré tous ses pouvoirs avant de s'effacer complètement de l'existence et de le confier au spectre soyeux et au hibou. Eh bien sachez que dans le cadre du one-shot The New Golden Age, ce bébé va revenir et qu'il a déjà son nom de super-héros, The Watchman, donc le nouveau docteur Manhattan de l'univers d'ici. Méfiez-vous, dans la médecine des charlatans, c'est bien connu. À bientôt, on va avoir droit à Vendetax, l'inspecteur des impôts qui est resté coincé dans une usine de masques d'Halloween et qui va ensuite devenir un justicier pour pourchasser les mauvais payeurs après l'échéance du 5 novembre. Tout ça pour dire, lisez ou kiffez absolument tout ce que vous avez envie de kiffer, même les suites de Watchmen, mais je vous conseille plutôt de trouver quelqu'un qui vous aime comme Alan Moore et pas quelqu'un qui prétend vous aimer comme DC. Spring Break. Chez Marvel Comics, on est en mode week-end d'intégration, on est en mode soirée étudiante, puisqu'on fait tranquillement monter la sauce pour le prochain événement, incluant le prochain grand méchant du MCU, à savoir Kang, que la maison des idées case parfois un petit peu au forceps dans tous les comics, un petit peu comme François Fillon avec sa femme Pénélope dès qu'il y a un poste d'emploi fictif avec de l'oseille à prendre. Il semblerait que Kang le Conquérant ne résiste pas à un ennemi qu'on connaît tous bien pourtant, l'alcool en soirée, puisqu'il chercherait dans Timeless le fameux moment manquant, celui qui se déroule entre le moment où tu t'endors et le moment où tu te réveilles avec une bite dessinée sur le front par un de tes collègues, et encore dans certaines soirées mieux vaut s'estimer heureux que ça soit qu'une bite dessinée. Quand tu en trouves un œil, que tu crois que ton pote a sorti son marqueur et que tu réalises que non, c'est pas ça qu'il est en train de te frotter sur le front. Bref, Jed MacKay va faire évoluer le personnage de Kang, peut-être en Immortus, on va voir. En attendant, il va lui donner un nouvel arch-ennemi, Myrdin. Il semblerait aussi que toute la continuité de chez Marvel explose, on n'avait pas besoin spécialement de Kang pour cela. Et la soirée continue chez Marvel, puisqu'ils adorent faire en sorte en ce moment que tout le monde mélange son ADN, puisqu'après les péchés de Sinister, qui adore jouer avec les gènes comme un ado avec les nerfs de ses parents, et sa beuteux, eh bien c'est au tour de Spider-Gwen qui va affronter une armée de clones fantômes, donc des ennemis de Spider-Man, l'homme sable, etc., qui ressemblent par contre comme deux gouttes d'eau à Gwen Stacy. C'est par Emily Kim, Kei-Sama, avec des concepts de Peach, Momoko, et puis forcément en mélange nos ADN, il y a des parasites, sauf que chez Marvel c'est pas des chlamydia mais c'est des broods, cette race alien parasitique qui va revenir et faire en sorte de faire un crossover entre Captain Marvel et les X-Men, qui connaissent bien les individus. Moi j'ai entendu Stefano Caselli, Javier Pina et Sergio Davio au dessin, moi je suis content. Sinon chez les indés, le scénariste en vogue James Tynion de Force, qui sera d'ailleurs l'invité d'Urban Comics sur leur stand à Angoulême, a décidé de rapatrier non pas un, non pas deux, mais 3 comics qui étaient à la base proposés sur la plateforme de newsletter et de comics numériques. Elle a fait même base sur tous les artistes de comics avec des contrats parfois à 6 chiffres soi-disant. Je comprends pas leur modèle, mais pourquoi pas. Donc 3 comics qui seront rapatriés de Substack vers Dark Horse. Donc vous avez Weird Stories, Blue Book avec Steve Avon Homing, et vous avez The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos, qui est présenté comme un univers, la version queer du Mignolaverse chez Dark Horse. Tynion de Force a déclaré qu'il aimait l'idée que ces projets qui ont une tonalité similaire soient chez le même éditeur, et que il lui tarde d'ailleurs de voir les Library Edition qui sont magnifiques, qui coûtent une blinde mais qui sont magnifiques, de chez Dark Horse
sur ses propres titres. Dark Horse qui récupère également 4 titres originaux prévus pour la plateforme de comics numérique Comixology, affiliée à Amazon, dans le Hailstone, donc le mystérieux western par les deux Raphaël, Scavone et De La Torre, que j'embrasse très très fort. Et puis alors vous avez qui a été annoncé le comics By a Thread par monsieur Scott Snyder, ainsi que son fils, qui va faire ses débuts dans l'industrie des comics avec ce titre qui parlera d'enfants qui ont survécu à un virus apocalyptique, donc bon, vous avez le contexte. Et par contre, l'expression le sol c'est de la lave devient littérale dans ce comics. Conroy et Pacheco. Mais quelle semaine de merde pour les fans de comics, où on perd tout d'abord à l'âge de 60 ans à peine l'artiste Carlos Pacheco, l'espagnol qui a su émerger sur la scène internationale des Big Two dans les années 90, à une époque en plus où beaucoup d'artistes imitaient le style très en vogue de Jim Lee. Eh bien, pas lui, on lui doit du Bishop, on lui doit du GLA, du GSA, on lui doit évidemment du X-Men, du Fantastic Four, le fameux Avengers Forever et j'en passe. Il faudrait au moins 3 heures pour lui rendre hommage et beaucoup d'images. Dans sa ville natale de San Roque, le maire n'hésite pas à dire que Pacheco est un héros, puisqu'en plus il est parti en donnant ses organes. Celui qui va récupérer ses yeux, là, il fait un carton plein. Et alors, 2 jours de deuil officiel ont été décrétés là-bas, un foutu maladie de Charcot. Et puis comme dirait le Joker dans un fameux épisode de la série animée Batman, mes chers amis, aujourd'hui est un jour de tristesse et de chagrin, puisque ce foutu cancer a emporté l'acteur qui incarne la voix de Batman depuis des années maintenant, Kevin Conroy, qui a été évidemment le Batman de la série animée, le Batman des jeux vidéo Arkham, le Batman même de la CW quand il a fallu faire un grand crossover. Il avait écrit une histoire dans un comic book, l'anthologie DC Pride, dans laquelle il racontait déjà un petit peu ses galères à Hollywood en tant qu'homme gay à l'époque, et puis dans laquelle il racontait comment justement le fait, son expérience en tant qu'homme homosexuel l'avait aidé à trouver sa voie pour Batman, et il s'était inspiré de la blessure, de ses blessures à lui, de sa double identité quand il le cachait, donc il avait trouvé comme ça la voix de Batman. Il raconte aussi comment, juste avant d'être casté pour incarner Batman pendant près de 30 ans, un producteur l'avait rayé du casting d'une série, d'un gros truc en plus, un buddy movie, en lui disant que c'était un PD, donc personne ne voudrait l'embaucher. Lui, il avait du flair, bravo, bien joué l'artiste. Ça commence un petit peu à me casser les couilles, toutes ces nécrologies en ce moment, mais on va dire que c'est le cours de la vie. Voilà, la rivière qui inonde de joyaux le delta où elle s'achève. Merci Alan Moore. Rendons leur hommage en regardant par exemple la série animée Batman, notamment l'épisode Perchance to Dream, dans lequel Conroy incarne à la fois Thomas Wayne, le papa de Bruce Wayne, ainsi que Batman, dans un sacré délire onirique, ou relisons Avengers Forever, qui est une œuvre déterminante chez Marvel et dans la carrière de Carlos Pacheco. Lisez, après quelques semaines, j'ai bouclé la traduction de Salamandre, le prochain bouquin de chez 404 Comics, qui est signé par Ian Jekyll-Bard chez Berger Books, donc en VO, chez Dark Horse. Donc je me suis vraiment régalé, ça questionne la place de l'art dans le deuil, surtout pour les enfants, puisque c'est un jeune artiste qui a 11 ans, qui perd son papa, qui est un petit peu s'amuse puisqu'il fait des comics sur lui, et bon voilà, comment est-ce qu'il va gérer ça? Il y a plein de péripéties, c'est vraiment génial. Moi je me suis vraiment régalé, je suis content et fier qu'on m'ait proposé ce titre qui traite de la relation père-fils, et forcément ça me touche un petit peu plus maintenant que je suis papa. J'ai quand même essayé de continuer Reckless, que j'ai pas terminé, honte à moi, mais chaque page que je tourne, la recette gagnante de Reckless est présente, à savoir une écriture au scalpel, des dessins à la dynamite. Vraiment, je me régale. Il me tarde vraiment de finir et de savoir dans quel merdier s'est encore embarqué notre Reckless préféré. Puis j'ai quand même pris le temps de regarder l'énorme boulot de l'équipe des effets spéciaux Corridor, le Corridor Crew, qui ont intégré Tom Holland à l'univers d'Into the Spider-Verse. Ils ont fait une véritable dinguerie. 3 minutes, c'est une folie, puisqu'en plus il n'y a pas que Tom Holland, vous allez voir, il maîtrise pas mal les comics. Ça mériterait presque un coup de fil de Marvel, si évidemment ils les payent et qu'ils leur laissent le temps. Les payer, ça va être facile avec la moula du Wakanda. Et après le temps, ça, arrangez-vous comme il faut. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça me fait chaud au cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous. J'essaie de répondre au plus grand nombre, et surtout que vous êtes très souvent très drôle, donc ça me fait bien marrer. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux et à me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant. Je vous fais
d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. L'art c'est génial, hein, mais quand ta ville a été bombardée par les forces russes, peut-être que le premier truc dont tu as besoin, c'est pas spécialement d'un graffiti de Banksy. Surtout quand on va voir débarquer les vautours avec une grosse disqueuse et un Peugeot expert pour récupérer tout ça. Mais en revanche, l'artiste très talentueux est le bienvenu après que la ville ait été reconstruite pour décorer tous les murs.